J'ai détruit ma famille avec un stylo et un contrat. Ils m'ont volé l'intégralité de mes économies. Ils pensaient que je ne réagirais pas. Ils avaient tort. Je suis architecte en finance. Mon travail est de quantifier le risque. Ma famille était mon seul angle mort. Ils ont vidé notre compte joint pour financer le mariage de mon frère, Léo. Tout mon capital, le fruit de 10 ans de travail acharné, anéanti pour une réception fastueuse dans un château de la Loire. La confrontation n'a pas été violente. Elle a été pire. Ma mère m'a pris la main. Son sourire était une insulte polie. « Tu es si brillante, ma chérie. Tu regagneras cet argent facilement. » Léo, lui, a besoin de ce départ dans la vie. Son ton était doux. L'intention était brutale. Mon père a ajouté la touche finale, son regard fuyant vers les dorures du salon. Tu pourrais aussi financer leur lune de miel, n'est-ce pas? À cet instant précis, j'ai compris. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur banque privée. Une ressource inépuisable, sans émotion, destinée à financer leur faiblesse. Le pacte familial était rompu. Un nouveau contrat, purement transactionnel, venait de commencer. Et j'allais en rédiger chaque clause. Le mariage n'était que le début. Le cycle d'exploitation est devenu une routine. Léo et sa nouvelle épouse, Clémence, s'étaient installés dans mon appartement de service, rue de Rivoli. Ils le traitaient comme un droit acquis. Les factures arrivaient directement à mon bureau. Je les payais sans un mot. C'était une collecte de données. Ma mère, Isabelle, avait fait un double des clés de mon penthouse. Elle venait sans prévenir, réorganisait mon dressing, empruntait mes tailleurs Chanel pour ses déjeuners mondains. Mon père, Charles, utilisait mon nom pour obtenir des tables dans des restaurants étoilés. Je n'étais plus leur fille, j'étais leur label de luxe, une marque qu'ils exploitaient sans vergogne. Je ne disais rien, j'observais, chaque dépense, chaque intrusion était consignée. Une ligne dans un tableur Excel sécurisé, une date, un montant, une preuve. Mon visage restait neutre lors de nos dîners dominicaux. Je souriais poliment tant ils me racontaient comment ils avaient profité de mes biens. Ma main se serrait sous la table, mais mon calme était parfait. Ils confondaient mon silence avec de la faiblesse. C'était une erreur de calcul fatale. L'appel de mon père est arrivé un jeudi soir. Sa voix était grave. Un dîner de famille. Urgent. Je les ai retrouvés dans le grand salon de la Bastide. Le silence était lourd, tendu. Léo avait échoué. Sa start-up, généreusement financée avec l'argent qui aurait dû être le mien, était au bord de la faillite. Les créanciers menaçaient de tout saisir. Mon père a parlé le premier. Son regard était friand. « Éléonore, nous avons besoin de toi. » Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de tout. Il voulait que ma holding personnelle absorbe les dettes de Léo, que je signe une garantie personnelle illimitée, que je mette en jeu ma propre fortune, ma réputation, mon empire, pour sauver son fils favori de son incompétence. C'était le sacrifice ultime, le dernier maillon de la chaîne. J'ai senti le nœud dans ma gorge, mais mon visage est resté impassible. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez, car ce témoignage est ma seule défense. Il démontre que ma réaction n'était pas une vengeance, mais une nécessité stratégique. Ils attendaient ma réponse, suspendue à mes lèvres. Ils pensaient me briser. Ils ne faisaient qu'armer ma main. Je les ai regardés, un par un. Mon père, Charles, évitant mon regard. Ma mère, Isabelle, affichant une anxiété théâtrale. Léo, mon frère, paraissant déjà vaincu. Leurs demandes flottaient dans l'air lourd du salon. Une supplication déguisée en ordre. Ils ne demandaient pas, ils exigeaient mon sacrifice.
J'ai gardé le silence un instant. J'ai laissé le poids de leur attente s'installer. Puis, j'ai simplement tendu la main. « Donnez-moi les documents. Je vais analyser la situation. » Ma voix était neutre, dénuée de toute promesse. Un soupir de soulagement a traversé la pièce. Ils ont confondu mon professionnalisme avec un début de capitulation. C'était leur seconde erreur fatale. J'ai pris la lourde chemise cartonnée. Je me suis levé sans un mot de plus. Je les ai laissés à leur célébration prématurée, au chuchotement excité sur la façon dont j'allais, encore une fois, tout arranger. Je les entendais déjà planifier comment dépenser l'argent qu'ils n'avaient pas. J'ai quitté la Bastide sans me retourner. De retour dans mon penthouse, le silence était mon allié. L'ordre glacial de mon bureau contrastait avec le chaos émotionnel que je venais de quitter. J'ai étalé les papiers sous la lumière crue de ma lampe. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était une tentative de pillage organisé. Chaque ligne était une insulte. Chaque clause, un piège grossier destiné à me lier à leur incompétence. Ils n'avaient même pas masqué leur avidité. Mon travail consiste à évaluer les actifs et les passifs. J'ai analysé leurs propositions non comme une fille, mais comme une créancière. Le passif était évident. Une dette colossale, une gestion désastreuse, un risque illimité pour ma propre holding. L'actif, inexistant. Il n'y avait aucun retour sur investissement possible. Uniquement la perte. Ma tolérance avait une limite. J'ai poussé leurs documents sur le côté. Ils étaient sans valeur. J'ai ouvert mon ordinateur portable sécurisé. J'ai accédé à un autre dossier, celui que mon équipe juridique préparait depuis des semaines. L'opération était déjà en cours, discrète et rapide. Il fallait que je sauve leur navire en train de couler. J'avais une meilleure idée, racheter la mer tout entière. Pendant qu'ils célébraient, ma holding finalisait l'acquisition du portefeuille de créances de la banque qui étranglait Léo. Un clic, un virement de plusieurs millions d'euros. Le transfert de propriété était instantané. La dette de mon frère, l'hypothèque de la Bastide familiale, tout venait de changer de main. Tout m'appartenait désormais. J'ai rédigé un email. Court, précis, juridique. L'objet était simple. Notification de cession de créances. En pièce jointe, l'acte officiel, dûment signé électroniquement par mes soins. Le destinataire était l'avocat de mon père. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le son était à peine audible. Pourtant, ils venaient de sceller leur destin. Le point de non-retour était atteint. Ils pensaient que je signais leur salut. J'avais signé leur fin. Le lendemain, je suis retourné à la Bastide. Le soleil de Provence était identique à la veille. L'air sentait le thym et la lavande. Rien n'avait changé dans le décor. Mais dans les coulisses, l'acte de propriété avait été transféré. Ils étaient mes locataires. Ils l'ignoraient encore. Je les ai trouvés sur la terrasse, autour du petit déjeuner. Leur soulagement était une insulte visible. Ils riaient. Le son était creux, dérisoire. Ma mère m'a servi un café. Son sourire était une performance. « Alors, ma chérie, tu as pu regarder les documents ?» Sa voix était mielleuse, comme si elle me faisait une faveur. J'ai hoché la tête sans la regarder. J'ai commencé l'analyse. C'est complexe. Mon ton était chirurgical, professionnel. Ils ont entendu ce qu'ils voulaient entendre, que je prenais leurs problèmes en charge. Je buvais mon café, lentement. Chaque gorgée était une affirmation de mon pouvoir. Je les observais par-dessus la porcelaine. Mon père, Charles, lisait les Échos, affectant une sérénité qu'il n'avait plus. Mon frère, Léo, parlait avec animation de ses projets, un homme déjà sauvé dans son propre esprit.
Ils étaient des acteurs dans une pièce dont j'avais réécrit la fin. Ils jouaient la comédie de leur propre survie, sans savoir que le théâtre m'appartenait déjà. Le pouvoir n'est pas dans l'annonce. Il est dans le silence omniscient qui précède l'exécution. L'après-midi, leur arrogance a atteint son paroxysme. Léo a étalé des plans sur la table en chêne du salon. Les plans de sa future entreprise, financée par ma capitulation supposée. Il parlait d'embauche, de bureau avec vue sur la Seine. Il dessinait un avenir sur du papier, avec un stylo qui n'avait plus d'encre. Il me demandait mon avis sur des choix de design. Je répondais par des monosyllabes. Intéressant. À voir. Mon père l'encourageait. Avec Éléonore derrière nous, rien ne peut nous arrêter. Il a posé sa main sur mon épaule. Le contact était déplacé, possessif. J'ai gardé mon calme. Ma mère, elle, planifiait déjà des rénovations pour la Bastide. Nous pourrions enfin refaire la piscine et peut-être agrandir la terrasse. Elle parlait d'une maison qui, légalement, n'était plus la sienne. Leur cécité était totale. Ils construisaient des châteaux sur un terrain que j'avais déjà miné. Chaque projet, chaque mot confiant était une preuve supplémentaire pour le dossier que je constituais dans ma tête. Ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient qu'un compte en banque avec mon visage. Mon téléphone a vibré discrètement dans ma poche. Un message de mon avocat. Accusé de réception confirmée. Ils avaient reçu la notification. Le compte à rebours avait commencé. Le soir même, nous étions au gala annuel de la Fondation Cartier. Une obligation professionnelle. Ma famille y était, bien sûr. Ils se pavanaient, utilisant mon nom comme un tasse-droit. Mon père serrait des mains. Léo charmait des investisseurs potentiels. Il vendait une réussite qui reposait entièrement sur mon sacrifice supposé. Je les observais de loin, une coupe de champagne à la main. Le liquide était froid, comme ma résolution. Le danger est venu d'où je l'attendais le moins. Édouard Delaroche, un banquier d'affaires de la vieille école, s'est approché. Son sourire était paternel, ses yeux perçants. « Éléonore, ma chère, votre père m'a parlé de votre admirable soutien à Léo. C'est rare, une telle solidarité familiale de nos jours. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds de conséquences. Un seul faux pas, et mon plan s'effondrait. J'ai senti le regard de mon père sur moi. Il était suffisant, fier de sa manipulation. Je n'ai pas scié. J'ai offert à Édouard un sourire mesuré, un modèle de neutralité corporative. La famille est un actif complexe, Édouard. Sa valorisation demande une analyse approfondie. Ma réponse était volontairement opaque, un jargon financier pour noyer une question personnelle. Il a haussé un sourcil, intrigué. Une analyse, dites-vous? J'ai porté la coupe à mes lèvres, gagnant une seconde précieuse. Précisément, j'évalue actuellement les synergies potentielles et les risques de dilution. Rien n'est signé. J'ai utilisé leurs termes, leur langage. J'ai transformé leur drame en une simple étude de cas. Le visage de mon père s'est légèrement crispé. Ce n'était pas la confirmation qu'il attendait. J'ai maintenu mon calme, mon contrôle était absolu. J'étais redevenu l'architecte en finance, et dans cette salle, il n'était qu'une variable dans mon équation. Le lendemain, le risque est devenu physique. J'étais dans le bureau de la Bastide, mon ordinateur portable ouvert. Sur l'écran, le plan d'action final. Opération Bastide. Phase 2. Exécution. Les ordres de virement, les mandats d'huissier, les notifications légales. Tout était là, à un clic de la dévastation. La porte s'est ouverte sans qu'on frappe. C'était Léo. Son arrogance était telle qu'il ne considérait plus ma présence comme une barrière. Il est entré, un verre à la main, et s'est approché de mon bureau. Son regard a balayé l'écran. Je n'ai pas eu le temps de fermer la session. Il a vu le titre du dossier. Son sourire s'est effacé, remplacé par une confusion palpable. «
Opération Bastide? C'est quoi ce truc? Sa voix était un mélange de curiosité et de suspicion. Mon sang n'a fait qu'un tour, mais mon corps n'a pas bougé. J'ai lentement, très lentement, rabattu l'écran de mon ordinateur. Le clic de la fermeture a résonné dans le silence. J'ai levé les yeux vers lui. Mon regard n'était plus celui de sa sœur. C'était celui de sa créancière, froid, analytique, impitoyable. Une restructuration d'actifs, un langage que tu devrais commencer à apprendre. Il a reculé d'un pas, décontenancé par Longton. Il cherchait une faille, une explication. Il n'a trouvé qu'un mur de glace. Et maintenant, sors. La prochaine fois que tu entres dans une pièce où je travaille, frappe. La courtoisie est le minimum requis pour un futur débiteur. Chaque mot était une pierre. Il est resté figé une seconde, puis a tourné les talons sans un mot. La porte s'est refermée. J'ai rouvert mon ordinateur. Le risque m'avait frôlé, mais le plaisir de voir la peur naître dans ses yeux valait chaque seconde de ce jeu dangereux. Ils approchaient de la fin. Le premier domino est tombé le lendemain matin. Léo paradait dans le salon, son ordinateur portable ouvert sur la table basse. Il me présentait une nouvelle fois son plan d'affaires, un document pathétique rempli d'anglicismes et de projections irréalistes. Il voulait me prouver que mon futur investissement serait rentable. Il tentait de se connecter au portail de son principal fournisseur pour confirmer une commande. Mot de passe incorrect. Il a froncé les sourcils. Il a retapé le mot de passe, plus lentement cette fois. Accès bloqué. Une lueur de panique a traversé son regard. Il a cliqué frénétiquement. Rien. Son visage a commencé à se crisper. C'est impossible. Le compte est provisionné. Il s'est tourné vers moi, l'arrogance remplacée par une anxiété naissante. Il doit y avoir une erreur. Peux-tu appeler ta banque? J'ai observé l'écran. Mon visage est une toile vierge. Étrange. Montre-moi la notification. Je me suis penché, mon parfum discret flottant entre nous. Je lisais le message d'erreur à voix haute, lentement, détachant chaque mot. Accès révoqué par l'administrateur du compte principal. Je l'ai regardé. L'administrateur, c'est toi, n'est-ce pas, Léo? Il est devenu tal, il ne comprenait pas. Pendant qu'il célébrait sa victoire imaginaire, j'avais exercé mon droit de créancière. J'avais contacté chaque partenaire clé. J'avais gelé ses lignes de crédit. J'étais devenue l'administratrice de son échec. Ma mère est entrée dans la pièce, alertée par le silence. « Un problème, mes chéris ?» Elle a vu le visage de Léo et le mien, impassible. Le téléphone de mon père a sonné dans son bureau. Nous avons entendu sa voix monter, passant de la surprise à l'incrédulité, puis à la fureur. Il a raccroché brutalement. Le début de la fin était là. Il sentait le piège se refermer. Mais il ne voyait pas encore ma main sur le mécanisme. Mon père a fait irruption dans le salon. Son visage était congestionné par la rage. Il tenait son téléphone comme une arme. Mon avocat vient d'appeler. La créance a été cédée à une holding, EV Holdings. Il a craché les initiales, le regard fixé sur moi. Le puzzle venait de s'assembler dans son esprit. La vérité était laide, brutale, et portait mon nom. Éléonore de Valois, c'est toi. Ce n'était pas une question, c'était un verdict. Les accusations ont fusé. Ma mère a laissé tomber sa façade de douceur. Monstre, comment as-tu pu nous faire ça, à ta propre famille? Sa voix était stridente, hystérique. Léo était pétrifié, le souffle coupé. Il comprenait enfin que le problème n'était pas technique. Le problème, c'était moi. Mon père s'est annoncé, menaçant. « Tu vas annuler ça, tout de suite. C'est un ordre. » Je ne me suis pas levée. Je suis restée assise, le dos droit,
J'ai soutenu son regard sans ciller. « Je ne reçois plus d'ordre de toi, Charles. Tu n'as plus aucune autorité ici. » Ma voix était calme, presque clinique. Je n'ai fait que protéger mon investissement. Vous étiez un passif toxique. Je vous ai restructuré. Le jargon des affaires était un mur de glace entre nous. Il ne pouvait pas l'atteindre. C'est à ce moment précis que la sonnette a retenti. Un son clair, puissant, qui a traversé la tension électrique de la pièce. Tout le monde s'est figé. Personne n'attendait de visite. Je me suis levé, lentement. Je crois que c'est pour moi. J'ai ouvert la lourde porte en chêne. Sur le perron, 2 hommes en costume sombre se tenaient là. L'un d'eux a présenté sa carte. Maître Duval, huissier de justice. Il a jeté un regard par-dessus mon épaule, vers ma famille anéantie. Je viens procéder à l'inventaire des biens en vue d'une saisie. La procédure est enclenchée. J'ai reculé d'un pas pour laisser Maître Duval et son associé entrer. Je n'ai pas regardé ma famille. Je les entendais. Le souffle court et sifflant de mon père. Le gémissement étranglé de ma mère. Le silence total de Léo. Un silence plus assourdissant que n'importe quel cri. Le chaos n'était pas dans mes actions. Il était dans leurs réactions. Leurs émotions sont un passif que je ne détiens pas. Pendant que je vous parle, je suis assise dans le silence de mon penthouse parisien. Sur un écran, je vois les caméras de sécurité de la Bastide. Maître Duval se déplace avec une précision méthodique, son assistant apposant des scellés sur les meubles. Ma mère s'est effondrée sur une chaise. Son visage autrefois lisse est ravagé par une laideur que je ne lui connaissais pas. Mon père tente de passer des appels, mais son réseau est coupé. J'ai fait suspendre ces lignes ce matin. Un détail. Léo est sorti sur la terrasse. Il hurle dans le vide. Des insultes, des menaces, des supplications. Ses cris résonnent dans le soleil de Provence, mais ils n'atteignent personne. Ils sont le son d'un empire qui s'écroule, un empire bâti sur mon travail et détruit par ma signature. Certains appellent cela la vengeance. J'appelle cela une restructuration hostile. Le résultat est le même. L'actif est sécurisé. Le risque est éliminé. Ils m'appellent sans cesse, mais le compte bancaire est plein. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu le courage de signer ce papier?